Tous. Voilà, cette session va être enregistrée, me dit l'appareil. Écoutez, bienvenue à cette nouvelle des rencontres, des 21 rencontres 2021 du NIFPOP. C'est une rencontre un peu spéciale à plusieurs titres. D'abord, c'est une journée un peu spéciale. Il faut que vous imaginiez que UNIFPOP, l'Université populaire, a aujourd'hui exactement 3 ans d'âge officiel et que c'est la 91e activité que nous mettons en place. Alors, une partie des activités a été à distance pour cause de Covid, et désormais, nous reprenons peu à peu les activités en présentiel. Ça a été le cas il y a 2 semaines avec les Kalawaya, les soignants andins. Ça a été le cas cet après-midi également avec une belle réunion sur la biodiversité avec un certain nombre d'élus du territoire albervillois et avec un certain nombre d'acteurs, notamment très prestigieux d'ici et d'ailleurs, sur la biodiversité. Et puis, c'est aussi un moment spécial parce que c'est notre dernière, a priori pour un petit moment, rencontre à distance. Et il faut dire qu'on était bien obligé de la faire à distance puisque notre ami Bagoré Batili se trouve à Bruxelles et que c'est depuis Bruxelles qu'il va nous parler. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'ensemble des réunions que nous avons eues dans le cadre de ces rencontres, les personnes ont été extrêmement différentes et le seront encore à l'avenir. Ne serait-ce que le prochain, c'est un acteur, metteur en scène, chanteur, qui est un spécialiste de Victor Hugo, dont il fait un cabaret sur Victor Hugo. Et on parlera de Victor Hugo, de son actualité, de sa poésie. On parlera aussi de culture, parce que c'est un homme de culture. Les précédents, ça allait depuis le commandant de la brigade des stupes jusqu'au directeur de la revue Sciences humaines, en passant par une spécialiste de la géopolitique du pôle Nord, en allant jusqu'à un autre chanteur. Et puis, ça a été des gens donc très différents, mais qui ont tous un caractère commun, à défaut d'autres caractères, très probablement. Ce caractère commun, c'est d'être ce qu'on pourrait appeler des personnalités. Alors, personnalité, ce n'est pas forcément des personnalités officielles, mais c'est toutes des gens qui sont une personne, qui sont un parcours et qui ont un propos. Et à chaque fois, on essaye justement d'interroger ces trois choses. C'est qui sont-ils, comment ils en sont arrivés là et qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et souvent, ils ont des choses très différentes et très intéressantes à nous raconter. Donc, bienvenue à tous. On attaque et on attaque par c'est moi qui vais mener les premières questions pour essayer de savoir qui est Bagoré. Ça ne pouvait pas être Philippe, tout simplement parce que Philippe sait un petit peu qui est Bagoré. Il nous dira peut-être pourquoi il sait qui est Bagoré. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Et il connaît également beaucoup le sujet, donc lui, il interrogera sur le propos. Nous aurons également Laurent qui participera au questionnement, puis ensuite on participera tous joliment au questionnement avec toutes les questions que nous aurons à poser à Bagoré. Alors, la personne, le parcours, le propos, ça sera l'entreprise, ça sera l'entreprise sociale, ça sera l'entreprise sociale africaine, ça sera l'entreprise sociale africaine pour le développement, et ça sera toutes les autres questions que nous souhaiterons évoquer qui sont autour de cela et qui sont dans le champ de Bagoré. Mais tout d'abord, Bagoré, qui es-tu? À toi la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Et Bonsoir. merci beaucoup, Eric. Et voilà, bon, moi, je suis un Sénégalais et aussi un Français. Ma mère est française, de Clermont-Ferrand, mais je connais malheureusement pas bien cette région. Je suis né et j'ai grandi au Sénégal. Et voilà, mon père est sénégalais donc, et je suis vétérinaire. Je suis vétérinaire de formation. J'ai étudié en Belgique, où je suis aujourd'hui. Donc, après mon bac au Sénégal, j'ai eu mon bac voilà, à Dakar et je suis parti faire mes études supérieures en Belgique. Ça se fait beaucoup dans nos pays. Ceux qui peuvent partir
souvent, c'est une opportunité d'aller dans des universités européennes ou autres. Bon, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de partir en Belgique. Et donc, j'ai passé là-bas mes 6 années d'études de médecine vétérinaire et je suis resté un peu. Ensuite, travailler là-bas pendant 2 ans. Hein, et je passais en France aussi pour travailler comme vétérinaire dans le Grand Ouest, en Mayenne essentiellement, un peu dans les Deux-Sèvres, mais en Mayenne, donc élevage bovin surtout, hein, donc vétérinaire rural en Mayenne. Et puis après disons, ce cursus étudiant et puis un peu les premières années de travail, voilà. En fait, je voulais me spécialiser. Vous savez, vétérinaire, c'est quand même un métier de pays riche. Soigner les animaux, c'est une activité qu'on peut exercer dans les pays riches. Moi, je voulais rentrer au Sénégal ou en tout cas dans les pays du Sud, disons le Grand Sud, hein, Afrique ou Asie ou Amérique latine. Enfin bon, voilà, c'était mon truc de retourner plutôt dans le Sud. Et, euh, et donc, je savais qu'il fallait que, en plus de la médecine, soigner les animaux, il fallait que j'y mette un peu une connaissance agronomique, disons, quelque chose d'un peu plus large. Donc, travailler avec les animaux pour produire euh, des produits pour les gens, pour la viande, du lait, etc., quoi. Je me disais, bon, les productions animales, c'est quelque chose d'important dans les tropiques. Et donc, moi, je voulais faire un peu une spécialisation finalement en agronomie, en zootechnie. Bon, hein, donc, je suis resté en Belgique un peu pour prolonger mes études. Et comme je travaillais en Mayenne, en France, quoi, j'avais pas beaucoup d'éléments. Il fallait que j'écrive un mémoire, quoi, hein, pour finir cette spécialisation. Et donc, j'avais que des vaches mayennaises. C'était pas c'était pas les bons sujets pour faire un sujet sur la production dans les tropiques. Et donc, ça m'a poussé à aller chercher un premier travail en Mauritanie. Donc là, j'ai quitté la Mayenne et je suis allé en Mauritanie pour m'occuper de vaches et de chamelles et de chèvres dans le désert quasiment. Et là, j'ai découvert un tout autre univers, hein, où effectivement, oui, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de gens, mais la production est complètement différente de ce qu'il y a en Europe. Et notamment, elle n'est pas valorisée. Donc, les éleveurs, c'est des gens pauvres parce que finalement, ils savent élever, ils héritent ce savoir-faire de père en fils, de mère en fille. C'est un savoir-être, l'élevage, mais les produits animaux ne sont pas vendus. Il n'y a pas de filière, il n'y a pas de laiterie, il n'y a pas d'abattoir, il n'y a pas de transformation. Et donc, pourtant, il y a des marchés, dans les grandes villes africaines, il y a des marchés qui se développent, mais ces marchés, ils sont finalement beaucoup approvisionnés par des produits importés ou autres. Et donc, en tout cas, les éleveurs restent du coup dans une situation de grande précarité. Bon, ça, c'est quelque chose qui m'avait... bon, je savais ça, hein, je venais du Sénégal, je n'étais pas complètement étranger, mais là, je vivais dedans. Et donc, ça m'a beaucoup impressionné. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben, ouais, le vétérinaire ici, c'est pas facile, quoi. Hein. Moi, là, je suis payé par une ONG. À l'époque, je travaillais dans une ONG. J'avais des collègues qui passaient là, qui étaient payés par le gouvernement. Donc, il y avait quelques fonctionnaires vétérinaires. Mais c'était très différent de ce que je faisais en Mayenne, par exemple, où en fait, j'étais vétérinaire dans un petit cabinet rural. Et puis, j'allais voir les éleveurs et puis je soignais les vaches. Et puis, je me demandais jamais si c'était une organisation ou le gouvernement qui allait me payer, quoi. C'était pas une question. Je me demandais pas si ce que je faisais avait du sens. Les éleveurs, ils vendaient leur lait à la grande laiterie à côté, ils vendaient leurs animaux dans des filières qui marchaient. Je ne me suis jamais posé cette question. Alors qu'en Mauritanie, d'un coup, toutes ces questions arrivaient, quoi. Mais comment est-ce qu'on fait pour vendre le lait ici? Comment est-ce qu'on fait pour vendre les veaux? Comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'eau? Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'aliment du bétail quand il fait sec? Comment on fait pour aller à la ville, à l'école? Enfin bon, tout ça, c'était des questions qui rentraient, disons, dans mon champ de responsabilité, je dirais, comme personne qui arrive là et qui veut vraiment apporter un service qui a du sens. Donc, on va essayer quand même de te connaître mieux, puis tu continueras d'ailleurs sur ce chemin après. Mais fais-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce que tu as retrouvé en Mauritanie et au Sénégal qui, alors, outre un rôle à jouer, hein, visiblement, mais est-ce qu'il y a des choses particulières que tu apprécies en Afrique, puisque tu es, alors si je comprends bien, tu es un peu le nomade au sens que Jacques Attali donne à l'homme nomade, tu sais, dans son bouquin, le nomade d'aujourd'hui.
puisque tu te déplaces beaucoup entre différents pays, différentes villes. Et qu'est-ce que tu trouves spécialement en Afrique pour ceux d'entre nous, et j'en suis, qui ne connaissent pas bien l'Afrique? D'accord. Bon, tu sais, c'est très grand d'abord, hein. Donc, moi, je connais bien, disons, l'Afrique de l'Ouest, tu sais. L'Afrique, c'est immense. La Mauritanie, c'est un pays qui est 4 fois grand comme la France, tu vois. Et il y a essentiellement des dunes. Il y a 3 millions d'habitants. Bon, donc, tu vois, le Sénégal, c'est un quart de la France et c'est un tout petit pays quand on regarde l'échelle de la carte de l'Afrique. Bon, en tout cas, moi, je connais l'Afrique de l'Ouest. C'est un territoire euh, qui est très ouvert. C'est une géographie où il n'y a pas de grandes barrières. Donc, il y a une tradition du voyage là-bas qui est séculaire. Qui est séculaire. Et d'ailleurs, les communautés sont organisées, les ethnies, les différents groupes ethniques, ils sont organisés par métier. Les éleveurs sont des Peuls, par exemple. Il y a moi, par exemple, mon ethnie d'origine, mon père, c'est un Malien en fait, et son ethnie, c'est plutôt des commerçants. Il y a des pêcheurs, des gens qui habitent à Dakar, par exemple, on est pêcheurs. Il y a des cultivateurs, les Wallo-Wallo sont des cultivateurs. Bon. Donc, chaque ethnie avait plutôt une spécialité et du coup, c'était obligé de commercer entre elles. C'était obligé d'échanger depuis toujours. Et ils voyageaient, il y avait des commerçants comme des gens de mes ancêtres qui étaient capables de traverser des très grands territoires pour apporter les produits des uns aux autres, etc. Et donc, ça, c'est pas mal. Un pays, enfin, un territoire ouvert où il y a des polyglottes, des gens qui parlent plusieurs langues depuis très, très longtemps, et une interdépendance depuis très longtemps. Bon, tout ça a été chahuté par l'histoire, hein, l'histoire récente. Les États-nations sont arrivés derrière, mais Voilà. Le problème, bon, ça ne manque pas, hein, comme partout. Et là-bas, on a été bien servi. il se peut d'ailleurs qu'on y revienne à un moment donné dans le questionnement, hein, c'est bien D'accord, possible. ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Mais disons que c'est amusant que tu poses cette question parce que euh, ça, c'est des choses aujourd'hui, comme tu dis, hein, dans mon actualité. Finalement, ce que je fais quand j'explique, ah ben moi, je suis entre la Belgique, la France, le Sénégal, Dakar, Richard Toll, donc les zones urbaines rurales. Bon. Même quand j'explique ça à des éleveurs, Peuls, qui sont jamais sortis du Sénégal, enfin, c'est pas vrai. Enfin, de toute façon, eux-mêmes, ils sont un peu en mouvement, en fait, bah, ils comprennent et ils me disent, oui, ça ne m'étonne pas. Toi, tu es un homme d'affaires, ça ne m'étonne pas. Les gens, tu vois, ton grand-père, il devait faire ça déjà. Il me dit ça. Oui, oui, ça ne m'étonne pas. Toi, tu dois bouger et tu es quelqu'un qui doit avoir des relations de confiance parce que tu es un commerçant. Donc, il faut que partout où tu ailles, tu aies un réseau de confiance. Bon, donc, tu vois, on arrive à retrouver des, des échos, tu vois, des échos entre le visage moderne que peut prendre le commerce aujourd'hui avec des usages très anciens. Alors, qui es-tu? Ben, on verra tout à l'heure avec Philippe ce que tu fais maintenant, mais on va s'intéresser à comment tu en es arrivé là, notamment. Est-ce que, allez, tu nous as dit que tu as étudié en Belgique, comme un certain nombre de tes concitoyens le font, d'autres en France, d'autres ailleurs, etc. Est-ce que tu aurais pu en arriver là si tu n'avais pas étudié en Belgique? Je pense pas, hein. Je pense pas vraiment. Je pense que d'abord, le bagage technique, on ne se rend pas compte à quel point c'est une chance. Moi, quand je suis arrivé en Belgique, c'était le dépaysement. C'était pénible, hein. J'arrive de Dakar, la vie facile, disons, c'était chez moi, une famille où je suis couvé, on peut dire. En tout cas, bon, c'est des conditions très, très faciles, la plage, tout ça. Bon. Et j'arrive dans ce pays où il pleut, il fait froid, les gens sont plus froids. Je suis tout seul. Donc, c'était pénible. Mais j'étais à l'Université catholique de Louvain. Ça, c'est une très vieille université, plusieurs fois centenaire. Mhm. Et il y a une tradition de l'enseignement qui est manifeste. Quand on va à la bibliothèque, on voit des livres, pareil, qui ont plusieurs siècles, qui ont été conservés dans une bibliothèque qui a brûlé dans une autre ville. Mais ils ont été déplacés là. Bon, ils ont survécu à plusieurs guerres. Tout ça est très bien archivé, mis à disposition des étudiants avec tellement de soins depuis des générations et des générations. Donc on se dit, mais là, il y a une application pour le savoir, le transmettre et on sent bien que c'est tout un pays, toute l'économie d'un pays qui cotise pour ça, que les étudiants puissent venir là et
sans payer vraiment le coût de cela, parce que c'est gratuit en Belgique quasiment comme en France, pas comme aux États-Unis. Et il y a des professeurs incroyables. J'avais un prix Nobel qui était de médecine qui est venu nous donner des cours en première année. Nous, on était en première année, lui était le prix Nobel de Duve. Bon, tout ça, c'est mis à disposition des jeunes. Donc moi, j'ai vu ça, j'étais très impressionné. Justement, tu me tends la perche de la deuxième question, parce qu'on essaye, tu sais, si on demande aux gens nos différentes rencontres, comment ils sont arrivés là, c'est parce que d'une part, ça nous intéresse de le savoir pour ce qu'ils sont, et puis aussi parce que ça peut donner des idées à d'autres. Et si cette série s'appelle 21 rencontres, c'est parce que nous pensons à l'université populaire que on se fait à partir de rencontres. La rencontre, ça peut être un livre, ça peut être une musique, ça peut être une personne, ça peut être une institution. Alors justement, et moi, ça sera, avant de passer la parole à Philippe, ça sera mes dernières questions. Allez, essaye de nous dire, justement, tu as parlé de ce prix Nobel, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué et qui ont fait que tu es ce que tu es? Oui, alors, je vais rester en Belgique, hein, parce que ma vie, elle est jonchée de ça, en fait. Moi, je suis le fruit de rencontres, je pense, hein, et j'ai beaucoup de chance à ce sujet. Et donc, là, en première année, la personne qui m'a le plus impressionné à Louvain, c'était un de nos profs. À Louvain, bon, c'est une université catholique, et nous, on devait, nous les vétérinaires, on finissait pas nos études, notre cycle à Louvain. Donc, on allait changer d'université. On allait aller à Liège, c'est une université libre. Et donc, avant qu'on parte, ils voulaient nous donner absolument un cours de philosophie. Les gens de l'université catholique, les jésuites qui tiennent l'université. Donc, ils nous ont envoyé un prof qui était un jésuite, un prof de philo, et il donnait un cours sur l'histoire de la philo, quelque part. C'était ça. Et donc, moi, il m'a énormément aidé, ce monsieur. Il m'a énormément aidé. J'ai fait des choix dans ma vie cette année-là et après, qui étaient pour me sentir plus proche de lui. C'est intéressant parce qu'on reparlera tout à l'heure, bien sûr, de tes options particulières d'entrepreneur et bah, probablement, effectivement, il est peut-être à la racine d'un certain nombre de tes choix. Est-ce que, allez, tu parles de personnes, est-ce qu'il y a des institutions, donc l'Université catholique de Louvain, c'est quand même super. Moi, j'ai des copains qui sont passés par là et qui en disent tous à peu près la même chose, justement. Est-ce qu'il y a d'autres institutions, à part cette université, qui ont été pour toi une sorte de enfin, de piédestal pour pouvoir aller plus loin? Alors, cette période, on parle de la période d'étudiante ou après la période Comme tu veux, sur le parcours qui est juste avant ce dont vous allez parler avec Philippe, c'est-à-dire ce que tu es désormais et ce que tu fais désormais. Bon, ben écoute, bon, ça, j'ai parlé d'un prof de philo, c'est peut-être un peu, tu vois, un peu théorique aérien. Bon, j'ai eu un autre prof à la fin de mes études qui était hyper pragmatique. C'était vraiment un prof de reproduction, tu vois. Donc lui, il était vraiment, euh, il était la reproduction chez les vaches, c'est beaucoup voir si elles sont pleines ou pas. Donc il avait souvent les mains dans les vaches, Je ne tu savais vois. pas qu'on pouvait être prof de reproduction, ça m'aurait Ouais, il y a tenté ça dans une chez prochaine les vie. vétérinaires. Donc, je vous qui, peut-être pour les gens qui connaissent un peu les fermes et tout, bon, les inséminations artificielles, etc. Donc, nous, on était vraiment sur le plancher des vaches, mais côté bouse de vache, quoi, hein, vraiment, avec lui. Et lui, il était hyper pragmatique. Et c'était un énorme, en même temps, un énorme scientifique, une personne extrêmement rigoureuse et tout ça, très, très pragmatique. Il m'a donné tout un tas de méthodes aussi, d'analyse, de discipline voilà, sur la médecine qui me servent jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, puisqu'on a parlé de la période d'après, j'ai eu une personne qui m'a mis le pied à l'étrier aussi du business, parce que là, tout ça, j'étais vétérinaire. Et après, je me suis dit, ben non, je vais être entrepreneur. Et il y a une personne que j'ai, un Européen, encore une fois, un Français, Patrice Opno, qui est une personne qui vient vraiment du milieu, alors pour le coup, de l'investissement, hein, au pur capital, enfin vraiment. Hein. Et lui, il m'a vu comme un entrepreneur. Il m'a dit, ouais, ouais, tout ce dont tu parles, là, tu en parles comme si c'était une histoire farfelue, mais c'est sérieux. Toi, tu peux faire ça et tu mérites qu'on t'accompagne et tu vas le faire. Et voilà, donc ça aussi, c'est une histoire de... Merci de nous faire partager ces étapes sur le chemin. Et puis, on reviendra sûrement sur d'autres étapes un petit peu plus tard.
Philippe, si ça te va, je te propose de te passer la parole. Pour ma part, j'aurai après, évidemment, plein de questions à bagorer. Et je crois que tu es fort légitime pour pouvoir suivre la suite de l'échange. À toi. Oui, bonsoir Baba, hein, puisqu'on t'appelle comme ça dans la famille et parmi tous les amis que tu as. Voilà, ben, on va un petit peu continuer ton parcours pour voir comment tu es arrivé à ce rôle de chef d'entreprise, d'une entreprise en plein essor et qui a un impact social et sociétal que peut-être tu n'imaginais pas au départ. Alors, je voudrais dire, bon, d'abord pour ceux qui ne le savent pas, tu es mon beau-fils, hein, donc on a connu Bagoré à Albertville d'ailleurs pour la première fois, amené par ma fille. Et bon, je dois dire que tout de suite, le courant est parfaitement passé. Mais tu étais encore à cette époque-là dans la réflexion sur la mise en place d'une filière laitière au Sénégal, puisque tu étais désolé de voir que avec des milliers de vaches et de zébus au Sénégal, eh bien, les gens consommaient du lait à base de poudre Nestlé en général, hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as monté ton affaire et puis la première étape de lancement où je pense tu as été aidé par certains, mais sans beaucoup d'aide de la part de l'État sénégalais en particulier. Ouais, donc, merci Philippe. En effet, et je me souviens très bien les premières fois où on s'est vus. En effet, là, j'étais dans le questionnement. Je revenais de Mauritanie à peu près. Je retournais en Belgique pour présenter mon travail, pour avoir mon diplôme. Mais je savais qu'il fallait faire une laiterie. Je me disais, bon, il faut faire une laiterie parce que au Sénégal, aujourd'hui, nous sommes 16 millions de Sénégalais, aujourd'hui, 16 millions de Sénégalais. Et il y a plus de 4 millions de Sénégalais qui vivent de l'élevage, donc un quart de la population. Et il y a environ 3 millions de bovins au Sénégal, donc il y a beaucoup de vaches. C'est à peu près le même rapport entre nombre de vaches et nombre de Sénégalais que ce que vous avez en France. Nombre de vaches, nombre de Français. Oui, c'est un pays d'élevage. Mais nous, on importe notre lait au Sénégal. On importe quasiment tout le lait qu'on consomme, quasiment, dans les villes. Hein, le lait qu'on achète, si vous allez dans un marché urbain, dans un supermarché, dans une boutique pour acheter du lait au Sénégal, vous allez trouver que du lait importé. Hein, plus de 90%, c'est du lait importé. Ça, je savais ça et ça me paraissait absurde. Je me disais, non, ça ne peut pas durer. Moi, j'avais vu tous les éleveurs, j'avais passé un an en Mauritanie, c'est un environnement comparable. J'avais passé un an au milieu des éleveurs en Mauritanie. J'avais grandi à Dakar où j'avais vu les marchés se développer. C'était au début des années 2000. Vous savez, on commençait à voir vraiment une croissance de certains pays africains. Et donc, il y a vraiment des villes qui se structuraient où les gens consommaient de plus en plus de produits. Donc, je sentais qu'il y avait de la place pour des produits faits avec le lait local. Mais ce n'était pas fait. Qu'est-ce qui manquait, selon moi? Il manquait donc une laiterie. Et pour faire cette laiterie, il fallait faire les 3 métiers. Le métier de collecteur de lait, organiser de la collecte de lait, les coopératives, l'alimentation du bétail, connecter les éleveurs, voilà, animer un réseau d'éleveurs. Donc, il fallait ce métier-là, parce qu'il n'y a pas de coopérative non plus au Sénégal pour le moment. Ensuite, il fallait un métier vraiment industriel, donc construire une usine, fabriquer les produits que les Sénégalais aiment, du yaourt un peu spécial. Il y a des goûts particuliers. On consomme beaucoup de produits laitiers frais, fermentés, mais il y a quand même des recettes particulières. On les mélange avec des céréales locales. Enfin bon, donc il fallait une usine qui soit capable d'industrialiser toute cette transformation. Et puis, il fallait aussi une distribution, une force de vente qui soit capable d'amener ce produit fini, non pas dans des grands supermarchés, mais dans des milliers de toutes petites boutiques, parce que c'est là où se passe la distribution chez nous. Donc, il y avait beaucoup de défis. Il faut acheter du lait aux éleveurs. Alors, je n'ai pas dit, mais les éleveurs, ils ont
ils ont environ en moyenne 80 vaches par éleveur. Une famille d'éleveurs, c'est 16, 17 personnes. Il y a 80 vaches autour et ils vont produire 10 litres de lait par jour. 10 litres de lait. Et la moitié, ils vont le garder pour eux. Ils vont consommer du lait. Le soir, ils font leur bouillie et ils mangent leur lait. Et les 5 litres qu'il y a là, bon, ceux-là, peut-être, ils peuvent le vendre. Mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau à la ferme. Donc, il faut le ramasser très vite et l'amener là où il y a de l'électricité, dans l'usine, pour le refroidir. Voilà. Et il y a des milliers d'éleveurs comme ça. Donc, il fallait organiser un réseau de collecte auprès de micro-fermes, si on veut, micro-fermes, hein, et puis amener tout ça à la laiterie, le refroidir, et évidemment des enjeux de qualité énormes, transformer ça. Et, puis, voilà. Et pareil sur la distribution, repartir sur des toutes petites ventes. Les ventes moyennes, à chaque point de vente, c'est de l'ordre de 12 euros. Chaque fois qu'on s'arrête dans un point de vente, nous, on donne 12 euros comme distributeur. Hein. Et donc, voilà, il faut des milliers de points de vente. Il faut être capable de distribuer dans des milliers de points de vente. C'est des défis incroyables. Bon. Et c'est aussi long. Mais voilà, c'était ça mon projet. Je suis tout le temps en train de penser à comment est-ce qu'on va créer, quel type d'usine il faut faire là, dans cette petite ville où les gens, il n'y a pas vraiment d'usine comparable. Comment est-ce qu'on va organiser la distribution. Voilà. Donc, j'ai cherché des gens qui connaissaient les métiers que je connaissais moins bien. Moi, je connaissais la collecte. Je disais que je connaissais la collecte de lait, en tout cas. Et donc, j'ai cherché des gens qui connaissaient l'industriel et la partie commerciale et marketing. Voilà. Oui, et alors, moi je me souviens, tu as commencé à passer à la mise en œuvre pratique et tes premières actions me paraissaient complètement folles parce que la première chose que tu as faite avant même de t'intéresser à la partie industrielle, hein, de traitement du lait, tu as commencé par prendre des contacts avec ces éleveurs. Ce que tu n'as pas dit, c'est que ces éleveurs que tu as choisis, c'était dans le nord du Sénégal, près de la frontière avec la Mauritanie d'ailleurs, et que ce sont des nomades, ou des semi-nomades tout au moins. Donc, la première difficulté que tu as eu à résoudre, je pense, c'était comment assurer cette récolte du lait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, effectivement. Donc, en Mauritanie, comme j'étais vétérinaire, j'avais beaucoup de confiance de la part des éleveurs avec qui je travaillais. C'est comme ça. Quand on est vétérinaire, on arrive, on règle des problèmes. Bon, ben, si ça marche bien, il y a de la confiance. Et donc, il y avait des nomades déjà. Bon, c'est que des éleveurs nomades. Hein. Mais il y en avait qui venaient du Sénégal. Qui traversaient le fleuve Sénégal, qui arrivaient donc en Mauritanie, parce qu'à cette période-là, il y a plus de pâturage en Mauritanie. Donc, ils viennent là. Et ils me disaient, à la fin de mon séjour, je disais, je vais rentrer au Sénégal et je vais faire une laiterie. Il faut faire une laiterie. Et donc, il faut que je trouve un endroit où il y a suffisamment d'éleveurs et où ils ne sont pas obligés de se déplacer trop. Donc, où il y a de la production végétale toute l'année. On trouve un endroit où il y a de l'eau toute l'année, de la production végétale toute l'année pour que les éleveurs restent à peu près dans un territoire gérable à la collecte. Et puis, il faut qu'on trouve des voisins qui font des sous-produits qu'on pourra utiliser comme le sang de blé. Hein. C'est un sous-produit qu'on peut utiliser en alimentation du bétail. Il y a aussi de la canne à sucre, donc la mélasse de canne à sucre, et puis les pailles de canne à sucre. C'est aussi des sous-produits. Donc, je regardais les cartes là, j'essaie de voir où est-ce qu'il y a de la production agricole, où est-ce qu'il y a de l'eau. Et puis, on a trouvé un triangle, en effet, où il y avait sans doute les moyens de stabiliser les éleveurs, d'éviter des trop grandes transhumances. Alors, les transhumances, c'est intéressant puisque vous avez parlé de biodiversité, peut-être de changement climatique tout à l'heure. Elles se sont beaucoup accentuées dans les dernières décennies parce qu'à la frontière du désert, comme ça, entre le Sénégal et la Mauritanie, on voit vraiment une désertification très forte. Donc, avant, il y a le fleuve Sénégal, c'est un peu comme le Nil. Il y a le fleuve Sénégal où il y a une bande de terre autour du fleuve qui fait une trentaine de kilomètres où les éleveurs faisaient des allers-retours. Pendant la décrue du fleuve, ils se rapprochaient du fleuve pour que les vaches consomment ce qui avait poussé.
Et puis, pendant la crue du fleuve, la période des pluies, ils repartaient plus haut dans le sable, parce que d'ailleurs, avec la pluie, il y avait de l'herbe là-bas. Bon, c'est 30 km. Depuis les années 70, il y a une très grande sécheresse. Maintenant, ils partent à 400 km. Ils marchent, ils vont juste au sud du Sénégal, vers la Gambie, où il y a beaucoup plus d'herbe quand il y a des sécheresses. C'est fréquent. Tous les 3 ans, ils partent à 400 km. Donc, bon, et ça, c'est difficile de se déplacer à 400 km avec une charrette, la famille, tout ça. En fait, il faut se rendre compte que ça, c'est vraiment difficile. Hein. On traverse des territoires qui sont habités par d'autres personnes, ça crée des conflits. C'est très compliqué. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce triangle-là où je me suis dit, bon, entre le fleuve, le lac et les cultures, je me suis dit, bon, là on pourrait restabiliser un élevage avec une petite transhumance et puis en s'adossant à l'agriculture. Et puis voilà, c'était ça mon plan. Alors on a mis 2 ans à discuter avec les éleveurs d'un projet fou. Hein. On parlait comme ça, un truc qui n'existait pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste, et personne n'a jamais fait ça. On disait, vous allez rester, on va acheter le lait, et puis ça va vous donner de l'argent. Et comme ça, avec cet argent, vous pourrez acheter l'aliment de bétail en saison sèche. Bon, il y avait ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. On a vu passer tellement de projets, tellement de rêveurs dans cette géographie, tellement de projets qui ne se font pas, tellement de projets fous, tellement de projets politiques, tellement de... Bon, bref. Bon, alors, est-ce que j'étais des gens qui passaient pour parler de ce genre de projet? Ils ne savaient pas, moi-même, je ne savais pas. Mais en tout cas, moi ça m'obsédait finalement, ce truc. Et je me disais, il faut qu'on trouve un moyen de faire de la collecte chez ces petits éleveurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiarisés avec le microcrédit autour de notre table aujourd'hui, ce soir. Oui. Mais voilà, moi, j'avais été influencé par une personne. Voilà, Eric, tu parlais de gens qui influencent. Ben voilà. Voilà, une personne qui fait du microcrédit. Voilà. Un très grand banquier. Hein, un très grand banquier qui a fait des très grandes études dans les plus prestigieuses universités aux États-Unis. Mais c'est un Bangladais. Il vient du Bangladesh. Oui, Donc, quand il rentre au Bangladesh, eh ben, il dit non, mais moi, il voit qu'il y a plein de pauvres, les gens meurent de faim dans la rue, et il dit, mais pourquoi on ne prête pas l'argent à ces gens-là? Et les gens lui disent, non, non, les banquiers ne prêtent pas aux pauvres, ils prêtent aux riches. Il a dit, non, moi, je ne crois pas. Et il a commencé à prêter de l'argent aux pauvres, il a inventé le microcrédit. Et il s'est dit, mais en fait, le marché pour les banquiers, il est beaucoup plus grand que juste les riches. Le monde, il est rempli de pauvres. Tous les pauvres ont besoin de services financiers, ils ont besoin d'épargner, ils ont besoin de crédit pour faire certaines choses. Mais c'est des petits montants, mais c'est quand même des besoins. Eh ben, lui, il a réussi à voir les pauvres comme des clients pour les banquiers, hein, de manière positive. Parce qu'il voyait dans la banque quelque chose, un service utile. Tout le monde a besoin de services financiers, il disait. Ben moi, c'est un peu ça. Comme vétérinaire, je me suis dit, mais ces petits éleveurs-là, c'est des producteurs aussi. Il n'y a pas que les grosses fermes, les gros tanks qu'il faut considérer comme des gens qui peuvent approvisionner les industries. À nous de trouver un modèle qui peut utiliser l'élevage traditionnel, parce que c'est ça qu'il y a en Afrique. Donc, il faut qu'on ait un modèle de collecte, de gestion des données, de gestion de la relation, de coûts, qui permettent de considérer ces gens-là comme des gens qui existent. Et tu parlais du gouvernement sénégalais, Philippe. J'ai parlé de ça à une ministre au Sénégal à l'époque, pendant mes périodes d'analyse, une consoeur, hein, une vétérinaire comme moi. Et elle m'a dit, mais non, ici au Sénégal, il n'y a pas de lait. Tu ne pourras jamais collecter du lait au Sénégal. Si tu veux, on peut monter un programme avec les éleveurs zimbabwéens. À l'époque, les éleveurs zimbabwéens blancs se faisaient expulser du Zimbabwe. Et elle disait, moi, je veux les accueillir au Sénégal pour qu'ils fassent de l'élevage. Mais au Sénégal, il n'y a pas d'éleveurs, alors qu'on a 4 millions d'éleveurs. Et la ministre de l'élevage. Oui, donc c'était un peu idéologique. Hein. Ce projet-là, ça ne faisait pas que... tout le monde ne le voyait pas comme quelque chose de pragmatique qui allait se faire. Et justement, Baba, je pense que l'un des grands mérites que tu as, c'est de savoir t'entourer, savoir écouter les gens qui ont plus d'expérience que toi. Et finalement, si tu n'as pas obtenu grand-chose en tant que jeune entrepreneur de la part de l'État sénégalais, je retiens que tu as reçu quand même des aides et pas spécialement de la coopération institutionnelle des pays européens, mais plus, ce qui m'a énormément étonné, plus de la part de banques, d'ONG liées à des entreprises privées, etc.,
Voilà, dis-nous un petit peu comment tu as réussi à être suffisamment appuyé et conseillé au départ pour aller dans le chemin de la réussite que tu connais aujourd'hui. Il y a une question de chance, comme tu dis, hein. Moi, je viens d'une famille où des gens faisaient des études et je n'étais pas le meilleur. J'étais pas le meilleur. Et donc, j'avais mon beau-frère. J'ai deux sœurs. Je suis dans une famille où il n'y a que des filles. Moi, je suis le seul garçon. J'ai deux filles, moi aussi. Donc, voilà. Ça veut dire que je suis chanceux. Mais donc, une de mes sœurs, elle a épousé un Sénégalais parce qu'elle était étudiante comme moi en Europe avec un réseau d'étudiants sénégalais. Et donc, elle a rencontré un jeune homme qu'elle a épousé et qui a fait l'école polytechnique et les ponts et chaussées et qui est parti dans l'industrie. Il était chez Nestlé, justement. Bon, c'était un industriel. Quand je me posais des questions sur comment il faut faire l'usine, bah, lui, c'est mon beau-frère. Donc, il peut me dire, ah, bah, tu sais, il faut faire l'usine comme ça. Et puis, il ne faut pas mettre d'électronique. Et puis, il faudra mettre ça parce qu'il connaît l'environnement. Et il se dit, on va faire une usine qui va marcher là-bas. On va inventer une usine. Et lui, il pouvait faire ça. Mais ça le faisait rêver parce qu'il voulait revenir et faire de l'industrie dans notre pays. Donc, il m'encourageait beaucoup. Comme il était très fort et tout ça, ça m'encourageait moi-même, ça me motivait. Les entrepreneurs, ils ont toujours besoin de ça, d'être encouragés par les gens. Et d'avoir des gens qui les voient plus grands qu'ils ne se voient eux-mêmes, en fait. J'avais cette chance. Mon autre sœur, elle a fait une école de commerce. Voilà, on arrive vers l'argent, le marketing. Bon, elle a fait une école de commerce à Lille. Et donc, elle est rentrée au Sénégal et elle a fait justement du marketing, de la distribution, etc. Donc, quand je me posais des questions sur quelle marque il faut faire ou comment on va organiser la vente, bah, il y avait ma sœur qui pouvait me dire « Ah, moi, je sais, il faut faire ça, ça. » Et elle était très motivée. Elle disait « Ouais, c'est génial ce projet, c'est bien, moi, je veux en faire partie, etc. » C'est des gens qui sont plus âgés que moi, qui avaient déjà réussi. Et donc, le fait qu'ils croient dans mon projet, ça me rendait crédible à mes yeux, une fois de plus. Et puis, finalement, les financiers. Parce que pour faire un projet comme ça, la difficulté, c'est qu'il faut beaucoup d'argent. L'industrie, ça coûte cher. On ne peut pas démarrer dans un garage, malheureusement, avec l'industrie à l'ancienne. Là. Ce n'est pas des startups où il faut juste un ordinateur et des serveurs. Là, il faut acheter des cuves, il faut acheter un pasteurisateur, il faut acheter des camions. Et donc, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de capital et c'est risqué. Donc, j'ai eu la chance, là, encore une fois, de rencontrer des gens qui étaient des financiers. J'en parlais tout à l'heure. C'est une grande chance. J'ai rencontré un financier qui avait fait une carrière dans le capital risque en Europe, donc vraiment le métier de l'investissement, des gens qui achètent des entreprises avec le management, avec l'équipe dirigeante de l'entreprise, qui la développe et puis qui revendent leur part quand l'entreprise a pris de la valeur. Donc, c'est des gens qui investissent mais qui prennent un risque avec les entrepreneurs. Ils savent comprendre le métier de l'entrepreneur, ils savent comprendre la qualité d'une équipe, la qualité d'une stratégie, tout ça. Donc, ils mettent de l'argent, mais ils accompagnent. Et il m'a dit, cette personne, il m'a dit, mais tu sais, en Afrique, c'était avant-gardiste, c'était fou. En 2000, il avait une vision qui aujourd'hui, c'est devenu quelque chose comment dire, d'acquis. Hein. Tout le monde dans le monde du développement dit ce qu'il disait à l'époque, mais à l'époque, personne ne le disait. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises formelles parce qu'il manque des fonds propres. Donc ça c'est un peu des notions financières, mais le type d'argent dont a besoin l'entreprise pour démarrer, l'argent qui lui appartient, en général, qu'amène l'entrepreneur. Bon, comme les entrepreneurs commencent avec des toutes petites boîtes, les entreprises ont très peu de fonds propres. Et puis, il manque de l'accompagnement. Il m'a dit, voilà. En général, on sait que pour que les entreprises se développent, il faut un certain niveau de fonds propres. Ce gars n'avait jamais mis les pieds en Afrique, en fait. 1 an avant ou 2 ans avant de me rencontrer. Donc, il venait là aussi avec une fraîcheur. C'est une personne qui avait 60 ans, qui ne voyait pas du tout l'Afrique comme un pays, comme un continent, le Sénégal comme un pays fatigué, où il fallait être pessimiste, il fallait remettre les barèmes un peu plus bas. Pas du tout. Il venait là avec une fraîcheur et avec une audace qu'on n'a pas quand on est fatigué, justement, quand ça fait trop longtemps qu'on entend des mauvaises nouvelles. Et ça, moi, ça m'a... il venait de... C'était pas la laiterie du berger, hein. C'était vraiment... Lui, il faisait des sociétés industrielles de très grande taille.
Et donc, à mon avis aussi, c'était quelqu'un qui m'a donné confiance. Si lui il s'intéresse à ça, c'est que c'est sérieux. Donc, il y a les gens qui croient dès le début, et puis il y a les sceptiques. Mais je dirais la belle histoire, hein, parce que c'est bien aussi d'essayer de voir le côté belle histoire quand on a besoin d'encouragement. Hein. Il y a toujours besoin d'encouragement. Donc, et surtout quand c'est vrai, la belle histoire. La belle histoire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, par exemple, il ne dit plus du tout il faut amener les éleveurs zimbabwéens. Ça, c'est fini. C'est fini, vraiment. Si je leur dis ça, ils vont dire non, c'est pas possible qu'on ait dit ça. D'ailleurs, c'est pas nous. C'est vrai que dans les chaînes de valeur, ça va créer de l'emploi. On a besoin, c'est très efficace, on dit ça. Il faut qu'on ait des politiques économiques. Ils nous ont accompagnés là-dedans, ils ont supprimé la TVA, enfin, ils ont changé des lois pour que notre business model, notre façon de faire les affaires avec seulement la lettre. Bon, voilà. Donc, je digressais un peu pour dire hein, qu'il y a eu des early adopters et c'était souvent des gens qui étaient et souvent c'est des gens préservés quand même qui ont l'audace. C'est pas des gens qui sont sceptiques, qui ont été échaudés plein de fois. C'est pas eux qui peuvent amener sans doute les premières impulsions, les premiers encouragements. Hein, donc moi j'ai eu la chance d'avoir des gens comme ça. Mais le cercle, la boule, elle commence à grossir en même temps que la laiterie. Voilà. Alors, on reviendra sur ta relation, ou plutôt ta place dans l'évolution des mentalités au Sénégal à divers niveaux. Avant, je voudrais que tu nous dises un mot. Comment tu as rencontré les gens de Danone? D'après ce que je sais, ils avaient essayé de créer une filière laitière aussi, enfin de produits Danone au Sénégal et en Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Ils se sont complètement plantés. Ils ont vu le petit Bagoré qui, lui, avait l'air de réussir, même si bon, il avait besoin de grossir encore. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie de ton... Bon, alors c'est vrai, Danone, c'est nos actionnaires aujourd'hui. Alors Danone, c'est un grand truc, hein, mais il y a un fonds qui s'appelle Danone Communities. C'est un véhicule d'investissement, un fonds d'investissement de Danone, mais qui s'intéresse à l'impact. Ils disent, nous, on met de l'argent, on veut que cet argent revienne avec un peu de bénéfices, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait beaucoup d'impact. Dans ce que Danone aime comme impact, c'est soit la nutrition, quelque chose qui va, des produits qui sont sains, qui vont apporter de la santé, etc. Soit l'eau, bon, on va apporter de l'eau à des gens, bon, c'est le métier de Danone. Et ils savent qu'ils peuvent apporter de l'assistance technique parce qu'ils savent produire du yaourt, ils savent gérer de l'eau. Voilà. Donc Danone Community, ce fonds a investi chez nous, et un autre fonds de Danone, du groupe Danone. Et ça, c'est une histoire de personnes. Parce que le Sénégal, en fait, l'Afrique était en dehors du radar de Danone à l'époque. Au début des années 2000, Danone ne s'intéressait pas du tout à l'Afrique. 2008, en fait, on était au moment de la crise. Là. Donc, Danone n'est pas implanté en Afrique, Danone dans les pays riches. Mais avec ce projet d'impact, et d'ailleurs, leur expérience au Bangladesh, hein, je crois, c'est plutôt, ils avaient une expérience au Bangladesh, ils se sont dit non, il faut qu'on aille en dehors des géographies où est Danone. Bon. En tout cas, il y a la grande théorie qu'on pourrait raconter, hein, la grande stratégie qu'on pourrait raconter, mais peut-être qu'il y a une autre histoire beaucoup plus humaine, c'est des gens qui se rencontrent et qui disent bah ouais, j'ai confiance en toi. Moi, j'ai eu encore une fois de la chance par le réseau. Et donc, c'est ce financier-là, d'ailleurs, le Patrice Openaud, le financier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, dans sa vie précédente de grand financier, avait acheté et vendu des parties, je pense, de boîtes qui étaient à Danone, ou enfin, ce genre-là. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était connecté à ce niveau de business. Et dont l'ancien PDG de Danone, le dernier PDG de Danone, Emmanuel Faber, dit qu'il est son mentor. Donc, hein, le PDG de Danone dit que
Patrice Otno est son mentor. C'était un financier aussi. Bon, ben donc, ça à produire, ça marchait, mais on était trop petits, on ne maîtrisait pas nos opérations. On voyait que ça mettrait beaucoup plus de temps pour trouver notre équilibre financier. Et on s'est dit, il nous faut beaucoup plus d'argent, il nous faut beaucoup plus d'assistance technique, c'est-à-dire de gens qui vont nous aider à apprendre nos métiers, tous nos métiers, il faut qu'on soit plus accompagnés. On s'est dit, ben, c'est sans doute un groupe industriel qui peut nous aider là. Et donc, voilà, Patrice, mon cher Patrice, envoie un email à Emmanuel Faber pour lui dire, ah, ben, nous, on a un bon projet au Sénégal. Hein. D'ailleurs, il y a Bagoré en copie, il faut que tu le rencontres. Quelque chose comme ça. Et Emmanuel Faber dit, oui, d'accord. Je ne peux pas, mais tu vas voir, il y a quelqu'un qui on va le faire. Ça tombe bien, on est en train de réfléchir à un outil d'Anon Communities qui n'existait pas encore. Ça. Voilà. Donc, c'est ça l'histoire. Et on s'est vu et en effet, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire ensemble, qu'on pouvait être audacieux, de part et d'autre. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi avec Crédit Agricole. Parce que, quand même, moi, je me disais, Danone, c'est des gens, quand je les ai rencontrés, ça, c'est des gens qui sont obsédés du consommateur. C'est une boîte qui a une culture du marketing du produit et donc du consommateur qui est incroyable. Alors que moi, ce qui m'obsédait, c'était les éleveurs. Donc, les éleveurs, voilà, moi, je regardais les éleveurs, est-ce que c'est bien pour le consommateur? Et il a qu'à me dire merci parce que je lui amène du lait du Sénégal. Je ne regardais pas assez le consommateur. Donc, on n'avait pas un bon produit, on n'avait pas de marque, on n'avait pas de vente. Bon. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Danone nous a apporté ça, c'est sûr. Mais je me disais, non, quand même, eux, là, il faut qu'on trouve quelqu'un pour équilibrer parce qu'ils poussent tellement vers le consommateur. Donc, pareil, par le réseau, on allait chercher Crédit Agricole, le Crédit Agricole de chez vous, hein, le Crédit Agricole, quoi, français. Bon, eux, ils sont obsédés sur le territoire, le développement. En tout cas, les vieux du Crédit Agricole, c'était vraiment ça leur truc. Faire des filières, les coopératives, développer les territoires, tout ça. Et pas trop la marque, tout ça. Bon, le marché, l'industriel. Bon, l'industrie, tant qu'elle a un impact sur le territoire, ça les intéresse. Donc ils sont venus aussi. Et donc, on avait un tour de table, comme on dit, hein, dans ce genre d'entreprise, qui était intéressant parce qu'il y avait les entrepreneurs sénégalais qui apportaient l'énergie, l'adaptation, la jeunesse. Et puis, il y avait l'industriel qui apportait toute la connaissance sur l'aval de la filière. Et puis, il y avait le banquier local, agricole, qui apportait toute la connaissance sur le développement local, quoi. Oui, en effet, il faut aller là parce qu'il y a le lac, et puis là, il y a les sucriers, il faut qu'on aille les voir, il y a les riziers, on va faire un truc, on connaît très bien tout ça, on va les imbriquer, on va faire une interprofession. Ça, Crédit Agricole connaît. Donc c'était intéressant. Et cet attelage, il tient toujours. Depuis 2008, on est toujours ensemble. Voilà. Pour ne pas lasser les gens qui nous écoutent, je pense que ça serait intéressant que tu nous dises, tu as, je crois, une dizaine d'années pour réellement commencer à voir l'avenir d'une manière beaucoup plus sereine, de faire des bénéfices, etc. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, où est-ce que vous en êtes actuellement avec la laiterie du berger? Combien d'employés? Quelle production? Enfin, etc. Puis après, on ira sur des aspects un petit peu plus de la société sénégalaise. D'accord. Alors, en effet, là, on parle de belle histoire et tout, mais perdre de l'argent pendant 10 ans, c'est ça qu'on a fait. Et ça, c'est horrible. Ça veut dire que chaque mois, on se demande si on va vivre encore, obtenir 10 ans comme ça. Vraiment, il faut être un nomade du Sahara, quoi, pour tenir ça. C'est une traversée très, très, très éprouvante. Et voilà, et heureusement, on a passé au travers. Et donc, aujourd'hui, on a une boîte qui est rentable. On est à peu près 500 employés. On a un chiffre d'affaires, cette année, enfin l'année dernière, qui faisait à peu près 15 millions d'euros. Et donc, voilà. Et on a environ 2500 éleveurs, finalement, qui travaillent pour nous fournir du lait, regroupés en petits groupements, tu vois, en famille, finalement, en GAEC familial, on dirait chez nous, en groupement, enfin en ferme, en exploitation, environ 900 exploitations. Mais chaque exploitation, il y a un peu plus de 2 personnes. C'est quand même beaucoup de monde chez les éleveurs. Et on distribue nos produits dans 16 000 points de vente, 16 000 boutiques. Donc, dans tout le Sénégal, on distribue nos produits. On croît beaucoup. Donc, c'est une entreprise qui croît 20 ou 30% par an. Donc, chaque année, il y a une croissance très importante. Donc, construire
un peu plus d'usines, aller dans des nouvelles zones pour distribuer du produit. Cette croissance, elle est bonne évidemment pour notre économie. Elle est bonne parce qu'on crée de l'emploi chez nous, à la laiterie, mais elle est bonne parce qu'elle entraîne plus d'éleveurs, plus d'emplois. Et ça, c'est un des défis énormes dans notre géographie, dans notre pays, employer les jeunes. C'est un défi énorme. Vraiment, il ne faut pas vous imaginer. On pourrait dire peut-être qu'il y a 60% de chômage ou 70% de chômage chez les jeunes au Sénégal. Je pense qu'on commence à un petit peu mieux cerner le parcours que tu as suivi au cours de ces 15 dernières années, en gros. Hein. Fait de beaucoup de rencontres, tu dis beaucoup de chance, mais on a de la chance aussi souvent que toi. La chance, je pense. Hein. Mais enfin, ne parlons pas trop de ça pour ne pas te gêner. Ce que je voudrais dire, c'est maintenant, c'est qu'on parle un petit peu plus de l'impact sociétal de ton entreprise. Parce que c'est assez extraordinaire. Dans le cadre du Grand Bivouac, je fais partie du comité de programmation et on a visionné une centaine de films pour l'édition de 2021. Dans ces films, on en a un certain nombre qui seront présentés par un partenaire du Grand Bivouac pour cette année, qui s'appelle Alimentaire. Alimentaire, c'est une association, une grosse association internationale d'origine belge. Et en particulier, j'ai été extrêmement surpris de voir un de leurs films qui montrait les pays africains et en particulier le Sénégal dans une situation qui n'avait rien à voir avec celle que je connais à travers ton expérience. C'est-à-dire, il montrait une espèce de concurrence néfaste entre les éleveurs et les agriculteurs. Et il montrait une Afrique quand même très traditionnelle qui est très éloignée de ton expérience personnelle. Je voudrais que tu nous évoques un petit peu plus précisément, c'est l'impact que ton entreprise a d'abord sur les people qui sont bien partie prenante dans l'organisation que tu as mise en place. Parce que, bon, tu vas nous le dire, mais je sais que tu fais de la formation, permis aux femmes de s'intégrer dans un certain nombre de métiers, d'actions et que ça continue. Tu es en quelque sorte en train de modifier sur un certain territoire la société des gens qui... Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Ouais. Ah ouais, écoute, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'en Afrique, ça c'est un des grands problèmes de l'Afrique, peut-être c'est un des problèmes du monde, hein, la démographie de notre travail. Et qu'il n'y a pas vraiment de plan pour eux. Ça, c'est un énorme défi pour nous en Afrique. Et c'est sans doute un énorme défi pour le monde. L'Europe, en tout cas, qui n'est pas assez loin pour que ça ne la touche pas. Ça, c'est effrayant. Mais en fait, les jeunes, c'est pas du tout effrayant. Les jeunes, c'est la vie. Et donc, il y a aussi une Afrique extrêmement d'avoir l'impulsion pour faire les changements. On voit beaucoup ça chez les entrepreneurs. Il y a beaucoup de projets finalement, peut-être comme la laiterie du berger qui disent bah, moi je vais électrifier une zone où il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'EDF, c'est un groupe de petites personnes qui disent moi je vais électrifier. Et ils inventent des solutions solaires et qu'on peut payer avec les téléphones, etc. Et ils électrifient. Je vous ai dit, la laiterie, finalement, avec relativement peu d'argent. Ce n'est pas
comparable avec les budgets de la coopération au développement ou des ministères d'élevage. Ça n'a rien à voir. Mais quand tu vois l'impact qu'on a fait et la pérennité de cet impact et le mouvement que ça entraîne, je dis waouh, c'est encourageant. Comment est-ce qu'on peut plus considérer ça? Bon, tradition, hein, l'élevage, ce n'est pas l'endroit où on va avoir les personnes les plus innovatrices, les plus. C'est comme partout, hein, les éleveurs à Richardson, ils ressemblent aux éleveurs en Mayenne ou en Savoie. Hein, c'est des gens qui sont plutôt conservateurs, disons, hein, pour faire simple, hein, je ne veux pas caricaturer. Mais aujourd'hui, nos éleveurs, quand on va chercher le lait chez eux, ah ouais, on prend que 10 litres. Du coup, il faut le mesurer dans des pots. Bon, ça, d'accord, les pots. Mais ensuite, il faudrait faire du papier. Il faudrait écrire 10 litres. Donc, il faudrait comme on a 1000 éleveurs, là, 1000 papiers le matin et 1000 papiers le soir. Et comme ça, c'est compliqué. Finalement, on a développé une application. Donc, l'éleveur, il a un badge avec un QR code. Il ne sait pas lire, hein, mais il a son badge avec son QR code. On compte avec une tasse le lait. Mais tchac, on le flash et c'est dans une base de données, tout de suite. Et ce même éleveur-là, il va faire quelques kilomètres pour aller acheter de l'aliment de bétail, parce qu'il faut de l'aliment de bétail. Il va reprendre son téléphone et il va pouvoir acheter de l'aliment de bétail parce que dans son compte, on sait combien de lait il a apporté jusqu'à ce matin. Donc, si on est le 26 du mois, il y a toutes les collectes du mois jusqu'à celle de ce matin. Il va pouvoir acheter son aliment avec ça. Et à la fin du mois, au lieu de venir à Richardson, comme c'est compliqué d'aller en ville, il y a moins de transport et tout, il reçoit son argent sur son téléphone aussi, en un clic. Okay? Donc, ça cohabite avec les gens qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Donc, il y a ce côté, vraiment, la modernité qui est rentrée comme ça. Et les femmes, la moitié de nos éleveurs sont des femmes. La moitié des gens là, qui flashent et qui ont des cartes, là, c'est des femmes. Ce n'était pas comme ça au début. Hein. Au début, c'était les hommes qui avaient dit, oui, bon, il y a un truc, il y a un business, c'est nous qui devons aller devant. Mais comme c'est les femmes qui s'occupent du lait, au fur et à mesure, on a dit non, mais on va travailler avec elles directement. C'est elle, une partie prenante. On va y aller. Et comme on a un projet de changement de la société, ça passe par le foyer. Donc, ça passe par les femmes, on le sait, tout le monde le sait. Et donc, elles disent, ouais, non, on va prendre ce truc. Et à force d'être avec nous, d'avoir les smartphones, de calculer les marges du lait, etc., en fait, elles deviennent des bonnes personnes pour représenter les éleveurs dans la coopérative. Donc, dans les bureaux de coopérative, parce qu'on a accompagné les mises en place de petites coopératives, dans les bureaux, il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes. C'est les meilleurs éleveurs. Et elles disent oui, nous, on veut sédentariser, donc on veut arrêter de faire les grands mouvements, je vous parlais de ça tout à l'heure. Ça nous arrange, parce qu'il y a les enfants qui vont aller à l'école maintenant. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ça? Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on va aussi amener du solaire. On est des vendeurs de lait, hein, on achète du lait et tout ça, mais on va mettre des panneaux solaires chez vous parce que la lumière le soir, c'est pratique s'il y a des enfants à l'école. C'est pratique pour recharger le téléphone. Le téléphone, ça devient quelque chose de clé dans notre relation. Oui. Donc, ça, c'est une réalité. Et en ville, c'est pareil. Ça, c'est mon côté très urbain, mais mon directeur général adjoint, moi, j'ai 47 ans depuis 2 jours. J'ai mon directeur général adjoint qui a 36 ans. C'est un Sénégalais. Il est extrêmement brillant. Et il est urbain. Et il a développé une culture comme ça, urbaine, en fait, dans la vente, qui est incroyable. Pareil, avec donc, ces 16 000 points de vente qui sont tous dans une base de données avec un QR code, un autocollant collé dans le point de vente pour pouvoir l'identifier et suivre les ventes en ligne, etc. Donc, il a développé ça aussi, une force de vente complètement incroyable. Des formations boutiquiers. Par exemple, pendant la Covid, pendant la pandémie de Covid, il a organisé la distribution de gel gratuitement, gel hydroalcoolique dans les boutiques, dans 16 000 boutiques, pour que les boutiquiers puissent se protéger mieux des clients, parce que c'est des toutes petites boutiques. Donc, il utilise vraiment son infrastructure créée pour vendre du lait, mais pour apporter d'autres choses. Plus d'informations, plus de développement, de l'accès à d'autres ressources qui vont permettre aux gens de progresser. Et voilà. Donc, ça, c'est notre modèle, en fait, d'entreprise africaine, je trouve. On a une entreprise qui n'a pas qu'un but de renvoyer de l'argent à ses employés. Ça, c'est fondamental. On peut payer ses employés, payer ses fournisseurs. Ça, c'est avoir un équilibre. Sans ça, l'entreprise n'existe pas. Il faut ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec le bénéfice?
Donc, oui, on envoie aux actionnaires. C'est bien, il faut faire ça. Mais attends, il y a plein de gens là qui sont nos parties prenantes, à qui on doit rendre des comptes et qui ne sont pas nos actionnaires. Les éleveurs, la société sénégalaise, l'État, ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure, des gens comme vous, hein, qui sont là et peut-être qui payent des impôts et tout ça, ça va aller faire de la coopération au développement. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On doit... Enfin, voilà. Donc, nous, on trouve qu'on est une entreprise qui doit rendre des comptes sur deux tableaux. Le tableau financier, ça, c'est avec nos actionnaires, les impôts, toutes les parties prenantes financières. Mais sur le tableau non financier, sur le projet de société qu'on a. On n'est pas élu, hein, on n'est pas élu, mais pour autant, on a tellement d'impact sur le territoire, on structure tellement la filière d'amont chez les éleveurs, à l'aval chez les boutiquiers, qu'il faut qu'on rende des comptes sur ce qu'on est en train de faire et qu'on réussisse à comprendre si ça va dans le projet des gens qui sont les parties prenantes de notre projet. Voilà. Et ça, on l'a fait sérieusement. Donc, on a fait ça en mettant en place un espèce de système, une comptabilité, qui n'est pas une comptabilité financière, mais une comptabilité de l'impact, et pour voir si on est bien performant sur ce sujet aussi. Voilà. Ça se développe dans d'autres endroits dans le monde. Bicorp, enfin, nous, on utilise en tout cas une trame qui s'appelle Bicorp pour compter notre impact avec autant de rigueur que quand on compte le résultat de l'entreprise, donc les résultats financiers. Ça, c'est très africain, je trouve. Vouloir jouer sur deux tableaux, à la fois le tableau du pragmatisme et le tableau du sens. C'est ça qui parle aux gens là-bas. Comme partout dans le monde, finalement. Tout à fait. Hein. C'est qu'en Europe, on a coupé. mais sinon, tout le monde est fait de sens et de pragmatisme. Je crois qu'on est loin du chemin qui voit les Sénégalais et autres Africains partir en pirogue sur l'océan pour essayer de gagner l'Europe. Quand on voit ce que tu as pu faire dans cette entreprise, je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs africains qui sont aussi audacieux. Tu as été reconnu très rapidement, hein, tu as reçu le président Chirac, etc. Tu as eu des honneurs multiples. Michel Barnier te connaît bien, etc. Mais ce que je voulais te poser comme dernière question, parce qu'il faut laisser la parole aussi aux autres partenaires. Dernière question. Quelles sont tes relations actuelles, un petit peu institutionnalisées, avec l'État sénégalais, et en particulier le gouvernement sénégalais? Est-ce qu'il reconnaît la puissance et le potentiel que représente l'expérience que tu as eue, qui peut être étendue, qui peut être produite aussi? Et du côté européen, puisqu'il y a beaucoup de gens qui redoutent l'invasion du Sud en Europe, est-ce que tu attires quand même autre chose que de la sympathie et des encouragements? Écoute, on est tenace, donc je veux dire, ça va prendre du temps, mais moi je pense que à la sortie, il faut qu'on revoie certaines choses dans la façon pour les entreprises, en tout cas dans leur espèce de contrat social. Qu'est-ce que ça veut dire réussir dans un pays pauvre? Ça, je pense que, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pareil en Europe, hein, je pense que vous avez, ça va arriver aussi chez vous, c'est en train d'arriver chez vous. Il y a maintenant beaucoup d'inégalités. Ça, sur le temps long, c'est bon pour personne. Ça ne crée pas les conditions d'une réussite, même pour les gens qui ont de l'argent. C'est pas durable. C'est comme pour l'environnement, tout ça. Aujourd'hui, il faut revoir ces séparations qu'on a fait entre le rationnel, l'économique, et puis le projet de société, et puis le projet d'environnement. Bon, on sait tout ça, hein, mais chez nous, en Afrique, comme on commence, il faut qu'on commence directement avec ça, avec ces ensembles réconciliés. Le gouvernement du Sénégal, la laiterie au Sénégal, c'est une grande entreprise. D'ici quelques années, je pense, hein, si on continue à ce rythme, on sera l'équivalent d'une société du CAC 40 chez vous.
Il n'y a pas tellement de grosses industries structurées comme ça. Si, voilà. Je pense que ce sera comparable à une entreprise du CAC 40 en France. Aujourd'hui, c'est une grosse entreprise, formelle, reconnue, etc. La marque est très connue, etc. Alors, nous, on a des bonnes relations avec le gouvernement en général. Tout à l'heure, je te disais, on a réussi à changer certains éléments de la réglementation, en fait, qui étaient mal faits parce qu'il y avait un vide. Il n'y avait pas de lait local qui rentrait sur le marché. Donc, c'était vide. Donc, quand on a commencé à amener du lait local, on s'est rendu compte qu'on payait plus de taxes sur le lait local que sur le lait importé. Donc ça, ça a demandé de se parler. Voilà. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on va à l'ancienne, hein, si on veut, à l'ancienne avec des mallettes et tout ça pour corrompre et payer moins. Soit on va en discutant, en disant on va se mettre sur une table, on va amener des chiffres et on va rendre des comptes, nous tous, à notre communauté. Et ça, je pense qu'en tout cas, nous, ça a marché. Dans notre cas, ça a marché. On a réussi avec le gouvernement à faire ça. C'est très encourageant. Donc, on parle avec eux d'un projet de passage à l'échelle de la laiterie. Bon, alors, de la laiterie, c'est même pas de la laiterie, mais de la collecte, finalement, de la collecte de lait. Comment est-ce que nous, on a un bassin à Richard Toll? Je vous disais, hein, aujourd'hui, on a à peu près 2500 éleveurs qui gagnent de l'argent grâce à la vente du lait à la laiterie. Mais je vous disais tout à l'heure, il y a 4 millions de personnes qui sont concernées au Sénégal. 300 000 familles, quelque chose comme ça. Donc, nous, on en a 2000. Il y a encore beaucoup à développer. Hein. Donc, il faut généraliser ça. Et il y a des politiques publiques qui peuvent favoriser cette généralisation en permettant à d'autres industries de se connecter à des bassins de collecte sans avoir à tout apprendre comme nous, on a fait. On connaît la façon de faire aujourd'hui. Voilà. Et les politiques publiques peuvent aider. Donc, on est beaucoup là-dessus avec le gouvernement du Sénégal. Et par ailleurs, avec tu parlais des gens qui sont influents, en tout cas dans la coopération européenne. Michel Barnier, entre autres, hein, lui en particulier, mais moi, je participe aussi à des groupes de réflexion avec un centre de recherche, finalement, de recherche ou de think tank, disons, qui s'occupe d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait redéfinir les politiques de développement entre les outils de l'Union européenne qui existent aujourd'hui et qui ont des résultats, mais qui ne vont pas à la bonne vitesse par rapport aux enjeux de développement, de création d'emplois, par exemple. Et il y a plein de choses qui ne sont pas acceptables, finalement, qui ne sont pas suffisamment efficaces pour dire oui, ça marche. Donc voilà, j'essaye de voir comment est-ce qu'on peut avoir des outils qui permettraient à d'autres laiteries du Berger de réussir sans passer 10 ans et être aussi accompagnés que nous, par chance. Hein, donc, des gens qui auraient un peu moins de chance, mais qui seraient aussi méritants, plus méritants. Comment est-ce qu'ils réussiraient en 3-4 ans, ce qui est normal, parce qu'il en faut des boîtes comme ça. Et si on met 10 ans pour réussir, il y en aura trop peu par rapport à ce qu'il faut absorber ce qu'il faut résoudre, disons, comme problèmes sociétaux. Voilà. Alors bon, là, j'ai été théorique, mais les projets très impactants sur le plan social sont les moins rentables et les plus risqués. Donc, il faudrait que les outils de financement, par exemple, permettent de financer l'impact social. Vous voyez, en Afrique, si on a un projet qui investit, je ne sais pas moi, 1 million d'euros et qui crée 10 emplois, et à côté, mais qui peut rembourser en 10 ans, et un autre projet qui a besoin d'1 million d'euros, mais qui crée 1000 emplois, et qui ne peut pas rembourser en 10 ans, mais en 20 ans, eh ben, il faut rajouter une subvention, sans doute, qui permette de ramener à 10 ans, par exemple, pour le mettre sur le même pied d'égalité que l'autre, ou même à 5 ans, parce que finalement, il crée de l'emploi, ça a aussi de la valeur. Il y a la même chose sur l'environnement. Un projet qui est moins polluant, il devrait avoir dans sa comptabilité des avantages par rapport à un projet qui est plus polluant. Voilà, donc c'est ce genre d'outils-là qu'on essaye de mettre en place pour que des entreprises comme la laiterie, on dise au bout de 10 ans, elles valent beaucoup et pas elles valent rien parce qu'elles ont perdu de l'argent pendant 10 ans. Mais on avait construit tellement d'autres choses, mais ces choses-là n'apparaissaient pas dans nos bilans. Donc, comment les faire apparaître? Et effectivement, je pense que c'est dans le sens de l'histoire, parce que même au forum de Davos,
on commence à prendre très au sérieux le concept d'entreprise responsable, hein, ou d'entreprise à mission, enfin, etc. Voilà, bon, j'aurais 36 000 sujets à te faire évoquer, Baba, mais je ne veux pas monopoliser. Je vais peut-être laisser la parole à Eric, qui va la Oui, relever, je pense. non, mais merci. Alors, moi, vous m'avez fait, mais alors complètement rêver. Vous m'avez fait rêver. On a un certain nombre d'amis du NIFPOP et du Grand Bivouac d'ailleurs qui nous ont déjà fait rêver d'Afrique. Je cite parmi eux Jean-Joseph Boileau avec ce bouquin qui est génial qui s'appelle L'Afrique pour les nuls ou l'autre bouquin qui parle de Chine d'Afrique et qui montre que l'Afrique est effectivement un pays du futur. Je suis toujours en colère quand je vois des images passéistes d'un certain nombre de pays que je connais mieux que l'Afrique, comme l'Inde par exemple, et on aurait pu dire beaucoup de choses, d'ailleurs on les dira à un autre moment sur l'Inde et qui vont dans le sens de ce que dit Bagoré. Alors, moi j'ai rêvé sur l'Afrique, puis j'ai rêvé aussi sur quelque chose qui de nos jours ne fait pas souvent rêver les jeunes Européens, c'est l'entreprise. C'est-à-dire que Bagoré nous présente l'entreprise comme une aventure possible. Et alors, c'est pas seulement des gars qui veulent se mettre de l'argent plein les poches et qui ne pensent qu'à eux. Est-ce que l'aventure est encore possible grâce à l'entreprise? Visiblement, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Bagoré? Puis après, je passerai la parole à Laurent. Et puis, je crois qu'Ambroise nous a rejoint aussi. Et puis, on partagera la parole avec tous les autres aussi. Hein. Bagoré, la parole est à toi. Ça te fait rêver Je l'entreprise pense alors? que, bon, moi, je te dis déjà, je suis un peu vieux, hein, 47 ans, les jeunes là, qui viennent, les jeunes Européens qui sont là, bloqués dans le Covid, là, les étudiants, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui avec leur diplôme, mais il y a le Covid, tout est ralenti, tout va être rebattu. Et pareil pour les jeunes en Afrique qui sont finalement dans des sociétés un peu chaotiques. Ça, c'est l'écosystème des entrepreneurs. C'est eux qui ont l'optimisme et la façon de voir les opportunités quand ça ne marche pas. Et de réinventer les choses, de dire, mais le climat, c'est une opportunité. La pauvreté, c'est une opportunité. Ouais. Je pense que dans les systèmes qui marchent très bien, on va mettre des grands ingénieurs et tout ça, et des grands financiers pour optimiser, hein, faire un peu mieux la prochaine fois, sans changer les grandes choses. On est dans la continuité. Là, on n'est plus dans un monde où on peut être sur ça. C'est un monde où il y a beaucoup de place pour les entrepreneurs, des gens qui vont apporter de l'innovation dans les façons d'organiser l'entreprise, les business models, etc. Donc, En tout cas, tu donnes une belle image de la manière dont l'entreprise peut être une extension de la créativité. Et finalement, on en reparlera d'ailleurs très probablement à Unifpop. Je propose à Laurent, éventuellement, s'il souhaite, de prendre la parole. Et puis après, on verra qui a envie de la prendre également, puisqu'on a un petit quart d'heure encore à passer ensemble. Laurent, si tu veux, la parole est à toi. Bonsoir. Donc, c'était très, très intéressant. C'est vrai qu'on a rêvé. Ça fait rêver d'entreprise quand on entend les entreprises avec une utilité sociale à ce point. Alors, Philippe connaissait tellement bien le sujet qu'il a posé des questions que j'ai eu les réponses à des questions que j'aurais souhaité poser. Donc, moi, je vais en poser une. Vous avez bien expliqué comment on arbitrait entre la rentabilité économique et l'impact social. Alors, j'aurais aimé savoir comment c'est tranché. Est-ce que c'est tranché collectivement? Jusqu'où va le cercle qui tranche cette question? Et puis, dans une région à forte contrainte, on sait quand même que les aspects économiques et sociaux sont à long terme, plus qu'ailleurs encore, liés aux préoccupations environnementales. Et où se trouve le point d'équilibre entre l'économie, le social et l'environnement? Parce que, pardon pour ce raisonnement, mais quand il est question de croissance, est-ce que cette croissance, elle passe uniquement par la croissance du cheptel, qui nécessairement après va poser la question de la gestion des ressources ou de l'approvisionnement en fourrage? Donc, comment on arrive à déterminer jusqu'à quel point on reste dans le cadre qu'on s'était fixé initialement? super. Bon, ça, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas si je peux apporter des réponses, mais en tout cas, je pense que vous allez voir
on se retrouve sur ces questions. Alors, comment on consulte? Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je vous ai dit tout à l'heure que ma mère a été de Clermont-Ferrand. Hein, c'est une Française de Clermont-Ferrand. Bon, je ne connais pas bien, mais j'ai connu là-bas l'entreprise Michelin. J'ai vu à quel point, quand j'étais petit, il y avait tout, quoi, à Michelin. Il y avait le centre de sport, il y avait les magasins, bon, il y avait tout, toute la ville travaillait à Michelin. Toute la ville travaillait à Michelin, c'était quelque chose d'important. Et puis, bon, j'étais tout petit, hein, et j'ai vu après, j'ai entendu après qu'on parlait de paternalisme. On disait non, mais ils sont paternalistes. Bon. Et puis, je pense que se dire ça, se dire que l'entreprise n'a pas de compte à rendre au niveau social, c'est très dangereux. Il ne faut vraiment pas se dire ça. Les entreprises, c'est des gens, hein, qui sont derrière, et elles-mêmes, c'est des personnes, finalement. On en a fait des personnes. Soit on en fait des algorithmes et qui vont répondre à des modèles simplifiés. C'est nous qui les avons fait, on va dire, la rentabilité. Lui, il va maximiser la rentabilité. Soit on en fait des aventures humaines, ce qu'elles sont, hein, ce qu'elles sont. Et donc, il faut pouvoir parler. Est-ce qu'on est trop paternaliste? Est-ce qu'on est trop libéral? Est-ce qu'on a trop de leadership? Est-ce qu'on a trop de process, donc d'administration? Et puis, il n'y a jamais de justice. C'est peut-être le moment qui demande d'aller un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Quand on est dans une crise, comme on a peut-être avec l'élevage au Sénégal en ce moment, les éleveurs n'ont pas de coopérative, ils n'ont pas été trop à l'école, etc. Ils ne se projettent pas. Leur demander leur avis sur le budget, sur la trajectoire, sur la stratégie à long terme, sur les cours de la poudre et sur le taux qu'il faudrait négocier avec l'État, qu'on va lui demander de changer la loi, ça, c'est les exclure. C'est faire de la poudre, ça ne marche pas. J'ai vu ça, hein, dans les réseaux du Crédit Agricole, à quel point c'est un éleveur qui est le président du Crédit Agricole et qui fait son boulot de président. Mais le Crédit Agricole a 200 ans. Et les histoires de coopératives en France, c'est pareil, ça a 200 ans. Et vous avez tous les enfants qui sont allés à l'école depuis au moins 2 générations, etc. Et l'État est tellement intervenu pour régler tout ça. Bon, ce n'est pas comparable. Donc, il faut accepter des fois, je pense, hein, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Bon, ça encore, ce n'est pas une leçon, hein, c'est de l'empirisme. Je m'observe moi-même. Le leadership, des fois, on est convaincu d'une chose. Bon, voilà, on peut faire ça, on peut essayer de pousser dans cette direction. Mettre en place des garde-fous, la gouvernance. Il faut un conseil d'administration, il faut interroger les parties prenantes, etc. Bon, voilà. Et j'ai souvent des comptes à rendre à des gens qui me disent non, il n'y a pas assez d'éleveurs, ils devraient être dans le conseil d'administration, toi, tu ne devrais pas être là, tu n'es pas élu. Bon. D'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le résultat que tu veux? Ou bien tu veux mettre en place maintenant un système qui est une religion? Je ne sais pas. Pourquoi tu dis que c'est ça qu'il faut? Donc, nous, en tout cas, je pense qu'une partie de notre réussite, c'est qu'on a pris un chemin de traverse, on est passé à côté. Et voilà. Et on s'est bien planté, hein. Des fois, on se plante bien et je touche du bois, hein, parce que c'est une histoire qui est longue. Donc, la gouvernance, c'est des choses sérieuses, hein. Le leader, tout ça, c'est des choses sérieuses. Ça en a planté plus d'un dans tous les pays, mais au Sénégal en particulier. Donc, il faut, je pense, il faut à la fois des process et il faut des hommes du cœur, quoi. Voilà, je pense. Voilà. Donc, les éleveurs, par exemple, on a augmenté le prix du lait. Je vais vous dire, hein, on avait une politique de rendre le lait local rentable. Donc, il fallait qu'il soit compétitif par rapport à la poudre de lait importée. C'était ça. Alors, on pensait qu'on allait réussir en intensifiant un peu les élevages et puis en améliorant le transport. Enfin, on avait un plan. Plus d'éleveurs, des routes de collecte plus rationalisées, des éleveurs qui produisaient un peu plus par éleveur. Bon, voilà, et ça allait permettre de gagner des économies d'échelle. Et puis, au bout de 10 ans, c'était quand même pas évident. Et surtout, il y a eu une grosse sécheresse et les éleveurs sont partis. Nos éleveurs, ils ne restaient pas. Parce que le prix du lait qu'on leur donnait, finalement, ça ne leur permettait pas de traverser une grande période de sécheresse, d'avoir assez d'argent, de marge, pour acheter de l'aliment de bétail dans des situations dégradées. Ça exigeait d'eux une performance qui était en fait pas crédible. Quand on prend leurs problèmes, comment tu veux faire avec ce prix-là? Comment tu veux qu'ils s'en sortent? Comment tu veux qu'ils s'en sortent? Et donc, on a dit non, mais on a mal posé la question. On a dit, on a une ferme pilote, qui sert de centre de formation.
On a dit, bon, vas-y, on recrée un élevage, et puis on va voir combien ça coûte le lait et à quel prix on doit l'acheter. On a augmenté le prix du lait de 42%. Et c'est là qu'on a dit, non, il faut qu'on aille parler au gouvernement parce que c'est lui qui va régler le problème. Ce n'est pas les éleveurs. Hein. C'est lui qui doit régler les taxes, hein, le problème de taxes, et qui doit enlever d'ailleurs une taxe pour permettre d'acheter le lait des éleveurs plus cher. Nous, on va le vendre, on aura moins de marge, mais comme on paye des taxes, on va enlever cette taxe pour qu'on ait la même marge que si on avait acheté du lait en poudre. Et il peut le faire, l'État, parce que c'est bon. Donc, c'est nous qui avons le temps. Donc, bon, ben voilà, là, c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est entrepreneurial, c'est une aventure individuelle, mais où on se dit, je vais aller essayer de faire ça. Et la motivation, en tout cas, c'était d'acheter plus de lait pour les éleveurs. C'était clairement pour régler ça. C'était pas pour rendre le produit plus rentable en soi. Hein. Il fallait qu'il soit suffisamment rentable pour être pérenne, pour payer l'usine. Mais les éleveurs aussi ont besoin de payer leur usine, leur petit élevage, leur aliment, leur truc. Donc, Et voilà. sur la deuxième partie de la question de Laurent, sur l'environnement, qu'est-ce que tu… Alors, sur l'environnement, nous, on a dans cette réflexion, dans cette stratégie-là que je viens de décrire, où on a dit qu'il faut augmenter le prix du lait, figurez-vous que notre inspiration, elle est venue de Franche-Comté, la filière Comté. Vous savez peut-être que dans la filière Comté, on achète le lait au moins à 60 centimes d'euros le litre, là où en France, en général, c'est plutôt de l'ordre de 30. Bon, hein, encore une fois, il y a beaucoup de variations, mais c'est de cet ordre de grandeur. Donc, eux, ils ont dit non, nous, on est dans les montagnes, on ne pourra jamais faire autant de lait qu'en Mayenne, par exemple. On a du lait plus compliqué. On ne va pas faire du lait, on va faire du bon fromage. Et on va être très fort sur ça. On va mettre un cahier de charges, etc. Pas d'ensilage, pas de vaches à l'étable en permanence. Enfin, on va faire du bon fromage et on va demander aux consommateurs de payer un peu plus pour la qualité. Et donc, nous, on s'est dit, mais ça, c'est intéressant, c'est ça qu'on a, parce que nous, on ne peut pas faire le plus de lait. On n'est pas en Mayenne non plus, on est dans le désert. Donc, il faut que notre lait il soit valorisé. Comment on fait ça? Il faut faire des produits qui valorisent ce lait-là, pas le lait en poudre, mais ce lait-là. Donc, on a copié leur truc. Et eux, ils ont une interprofession qui analyse la marge, la chaîne de valeur, en fait, qui analyse la valeur créée à chaque maillon et qui décide comment elle va être partagée. Donc, on a copié ça aussi, sans avoir les coopératives, mais on a copié ce truc. Donc, nous, la trajectoire qu'on vise, c'est les éleveurs ont 80 vaches, ils peuvent avoir un noyau laitier beaucoup plus petit, une quinzaine de vaches, qui leur permettent de gagner de l'argent, et ça suffit. Et les enfants vont à l'école, et la prochaine génération, il y aura moins d'éleveurs. Et ça passe au-dessus de nos têtes. De toute façon, il y aura moins d'éleveurs, parce qu'il y aura moins d'eau, il y aura moins de pluie, il y aura moins de terre. Donc, il y aura moins d'éleveurs. Soit ça se fait de manière chaotique, ils vont partir à Lampedusa, à Dakar, ils vont être laveurs de voitures, ils vont être, entre autres, des rebelles, des bandits, etc. Bon, ça, c'est le chaos. Soit ça se fait de manière accompagnée et ça passe par l'école. Il faut que cette génération-là, les éleveurs gagnent suffisamment d'argent pour être dans la classe moyenne quasiment, que leurs enfants aient, et que la plupart d'entre eux fassent autre chose. Donc, c'est ça qu'on dit à la laiterie. Écoute, c'est extrêmement enthousiasmant d'entendre ton enthousiasme sur l'ensemble de ces sujets-là. Je pense, chers amis, que si on veut rester à peu près fidèle à nos horaires, on peut prendre encore une ou deux questions, guère plus, mais sentez-vous libre. Ambroise, tu veux prendre la parole? Ouais, juste dire que ça laisse, admiratif. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir Bagoré Batili. J'ai pris le train en marche et donc je ne sais pas si la question que je vais poser a été déjà abordée par les uns et les autres, je ne sais pas. En tout cas, j'adhère totalement à ce que j'ai entendu quand j'ai rejoint le meeting. Oui, il y a une Afrique qui se développe, une Afrique des nouvelles technologies qui est juste à côté aussi d'une forme d'artisanat. Ça, c'est une réalité. J'ai deux petites questions pour vous. Je pense qu'acheter le lait en poudre aujourd'hui qui est importé coûte moins cher que d'acheter le lait que votre industrie produit, par exemple. Quelle stratégie vous mettez en place
j'ai entendu parler de réduction des taxes ou voilà, des choses de ce style-là. Mais quelle stratégie sur le long terme pour le développement de la filière du lait que vous produisez? Ensuite, il me semble aussi que la production du lait obéit encore à des contingences de l'artisanat, je pense. Comment faire en sorte pour permettre aux éleveurs de sortir de cet artisanat pour enfourcher, par exemple, le cheval de l'industrialisation, pour que ce soit quelque chose de vraiment d'industriel et qui soit, qui peut sortir du marché sénégalais peut-être pour le marché régional. Et puis ma troisième petite question, c'est aujourd'hui, l'éducation nationale sur le plan que moi je connais bien, qui est l'Afrique de l'Ouest, continue toujours de produire des diplômés qui, à la fin, n'ont pas d'emploi. Et ces gens-là font partie aussi du cortège qui essaye de franchir la Méditerranée pour pouvoir tenter leur chance en Europe. Ma question est-ce que on doit continuer toujours? J'ai rien contre les professeurs d'économie, des professeurs de philosophie, des professeurs d'anglais ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on doit continuer à former ces gens-là qui, à la fin, au bout du bout, rejoignent le cortège des jeunes diplômés chômeurs? Ou bien est-ce qu'il faut mettre l'école africaine en phase avec un développement, un vrai développement social, industriel, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas d'école d'ingénieurs voilà, de façon solide. Il n'y a que des départements qui forment des jeunes en économie, en droit, en histoire géo, en anglais, en lettres. Voilà. Est-ce qu'on doit continuer ce type de formation? Juste un tout petit point avant que Philippe, avant que Bagoré puisse répondre. Je voudrais juste demander à Philippe s'il aurait la gentillesse, après, de conclure cet entretien, parce qu'il le sait, j'ai les intervenants de cet après-midi qui sont à la maison et je suis pour ma part obligé de vous quitter. Mais Bagoré, vraiment, super merci. Je t'aurai au téléphone pour te le redire. Et merci aussi beaucoup à Philippe. Après, sentez-vous libre. Philippe, tu mènes la barque. À plus tard. Salut Eric. OK. Bon, le prix, moi, comme j'ai dit, je pense que on se dit que en effet, la poudre est moins chère que le lait de nos éleveurs. Donc, nous-mêmes, à la laiterie du berger, on achète de la poudre. On achète de la poudre, on fait des mélanges. On a plusieurs recettes de produits. Il y a des produits où il y a un mélange poudre-lait et il y a des produits où il n'y a que du lait. Mais le produit qu'on vend le plus, c'est un produit où il y a un mélange de poudre et de lait. C'est un yaourt et qui est d'ailleurs mieux maîtrisé quand on a une recette constante, parce que le lait, il varie beaucoup. Et bon, pour des questions technologiques aussi et de prix, on fait ce mélange. Bon, ça tombe bien parce que c'est un produit très populaire et donc il n'est pas cher. Et donc, le client final, il est aussi sensible au fait qu'on ne le vend pas plus cher que les produits de la concurrence, qui sont 100% avec de la poudre. Il y a un meilleur goût quand même, sans doute, parce qu'il y a un peu de lait local dedans. Et puis, il y a une meilleure image. C'est quand même un produit qui vient du nord du Sénégal et qui participe à toute cette belle aventure. Bon, il y a une autre gamme de produits qui est faite avec 100% de lait local. Là-dedans, il y a deux produits, en fait. Il y en a un qui est premium. Ça, c'est très cher. C'est un produit qui est vendu pour des gens qui cherchent vraiment une qualité exceptionnelle, un peu comme le Beaufort. Bien, le comté, c'est plus cher que le Gouda. Voilà, donc, il y a des gens qui acceptent de payer ça. On n'en fait pas beaucoup, mais il y a un marché pour ça. Donc, lui, on l'a. Et lui, il sécurise de toute façon les volumes qu'on prend en amont. Et il y a un autre produit qui est donc détaxé, en fait, qui est le lait pasteurisé, le lait liquide. C'est un produit qui commence à se vendre au Sénégal, qui, du fait qu'il est détaxé, est rentable, même si on achète le lait plus cher. D'accord ? Encore une fois,
on ne pense pas qu'il va y avoir une guerre des volumes. Il y aura une guerre des volumes, il y a beaucoup de volumes, on peut doubler, tripler, on peut même multiplier par 10 la production. Mais il y a beaucoup plus d'éleveurs, donc on peut continuer à se développer comme ça. Mais on ne sera jamais un grand pays laitier. Au Sénégal, on consomme 10 litres de lait par habitant, et de lait comme ça, de lait yaourt et yaourt, ces produits-là, le produit laitier frais, 10 litres par habitant et par an. Je crois qu'en France, c'est je sais pas, de 60 litres, ou rien que pour ce produit, sans ajouter les fromages, etc. Donc, et la France exporte. Donc, je ne parle pas de ça. Hein. Je pense que, justement, hein, Ambroise, moi, je crois qu'en Afrique, là, un de nos problèmes, c'est qu'on a trop vu, peut-être que c'est notre passé, hein, on a trop vu les systèmes de production comme des systèmes de production de commodité. Quel est le prix mondial? Ben voilà, nous, il faut qu'on produise ce prix-là. Même si c'est plus compliqué pour nous. Ça tombe bien quand c'est le café et le cacao, où il n'y a que nous. Mais quand c'est le riz, il faut bien que les agriculteurs africains réussissent à vivre avec leur riz. Et donc, pourquoi on dirait qu'on va se mettre au prix de l'Asie du Sud-Est, alors qu'on a des riz spécifiques, etc. En tout cas, il y a des niches. Et c'est toujours un mix de solutions. On n'est pas allé chercher ce mix de solutions suffisamment. Qu'est-ce qu'on peut faire payer par le consommateur? Qu'est-ce qu'on demande à l'État? Qu'est-ce qu'on demande à la productivité? Et voilà. Et ça, tout de suite, on dit non, on veut être compétitif. Ça fait des barrières infranchissables. Voilà. Et voilà. Donc, moi, je me dis sur le temps long, encore une fois, je pense qu'on va continuer à faire un produit relativement rare quand même au Sénégal, ce qui ne nous empêchera pas de passer à l'échelle, de faire une boîte qui continue à grossir très vite. Parce que le lait du désert, c'est un produit rare. Ouais. Voilà. Et donc, voilà. Après, l'artisanat, moi, je crois que les éleveurs, de toute façon, ils vont mettre… c'est des générations. Le temps agricole, il est long. Donc, il faut que les enfants aillent à l'école, etc. Bon, donc, je pense moi, je vais… Normalement, je vais connaître il y a maintenant des gens qui gagnent suffisamment d'argent pour être dans la classe moyenne. Mais bon, je sais pas, il n'y aura pas de tracteur, d'après moi. Il n'y aura pas de tracteur, c'est pas grave, on sera déjà très très loin de là où on est aujourd'hui, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de maternité, il n'y a rien. C'est horrible, il n'y a rien, vraiment. Les gens gagnent un demi-euro par jour. Ils vivent avec ça. C'est ça, les éleveurs avant de vendre du lait. Donc ça, on est quand même loin. Donc moi, je pense qu'il y a un progrès énorme à tout point de vue qui est possible, qui va aller lentement, mais sûrement. Et par contre, l'industrielle, la laiterie, elle, je pense qu'elle a une vocation à devenir régionale, en effet. Elle est sénégalaise, mais il faudrait un truc comme ça au Mali, il faudrait un truc comme ça au Niger. Dans tout le Sahel, il faudrait des liens entre les éleveurs et les agriculteurs. Vous avez bien vu, ils se battent sinon. Ils se battent parce qu'ils sont en opposition. S'il n'y a pas une économie structurée entre eux, elle ne va pas se faire toute seule. Il faut des agrégateurs comme la laiterie, c'est un bon modèle. Donc, je pense qu'il faut le copier. Et puis enfin, l'éducation, c'est un énorme thème. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ouais, voilà. Il y a tout ce que vous avez dit. Mais il y a aussi des super… Par exemple, moi, une personne qui m'a inspiré en Afrique, c'est quelqu'un qui est à peu près mon âge, il s'appelle Fred Swaniker. C'est un Ghanéen. Et il a fait une école qui s'appelle African Leadership Academy. Il trouve des bons élèves en seconde, dans tous les paysans, des gens comme ça, des gens qui font aussi des choses sociales dans leur par exemple, je me souviens d'une éleveuse de lapins qui avait créé une association d'élevage, une fille qui a 15 ans. Elle avait fait une association d'éleveurs de lapins et elle vendait ses lapins, elle payait l'école à ses petits frères. Bon, il y a une personne fameuse aussi qui faisait des éoliennes. Il n'a jamais été à l'école, il fabriquait des éoliennes et il avait irrigué. Bon, il y a des gens comme ça, mais il y a aussi juste des bons élèves. Il les prend, il a trouvé des bourses, il les met dans un super campus. Ils sont nombreux, ça doit être 200 personnes par an, un campus en Afrique du Sud. Et donc, ça fait un super campus. Et après, il leur paye des études dans les meilleures universités du monde. Et ils reviennent. Et on a 2 ingénieurs à l'usine qui viennent de ça. Il y en a un qui était aux USA et une autre qui est au Costa Rica, une agronome. Et c'est des Sénégalais. Voilà, donc, bon, il y a des gens aussi qui trouvent des moyens de faire de la formation d'excellence ou de la formation de masse. Enfin bon, c'est un vaste programme. Je sais que ça marche pas bien, mais il y a aussi… ouais. Et puis le partenariat peut-être, Ambroise, justement. Aujourd'hui, on est dans un monde ouvert, donc on peut apprendre en dehors des écoles. Moi, j'ai appris avec Danone et le Crédit Agricole. D'accord. Ok, merci. Merci bien.
Merci pour tes questions à tiroir et merci à Bagoré, bien entendu. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une dernière question, mais Bagoré, tu dois commencer à fatiguer un petit peu quand même. Si personne terminé donc cette séance qui a été, enfin de mon point de vue, extrêmement, à la fois passionnante et puis qui a fait découvrir certainement à beaucoup d'entre nous une autre image de l'Afrique et une image qui fait rêver, comme le disait Eric. Hein, voilà. Donc infiniment merci Bagoré. Repose-toi bien et continue à nous rêver. Merci à tous. Merci À beaucoup bientôt. à tous.